L'économie diversifiée en vue de la revanche du sol sur le sous-sol, quatrième pilier du programme quinquennat du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et celui de diversifier l'économie en République démocratique du Congo. Tel est le souhait du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Déjà là, le lancement de la campagne agricole 2024-2025 se poursuit parce que déjà, le Conseil des ministres l'a dit, il faut une évaluation mi-parcours. C'est en ce terme qu'aujourd'hui, dans Module sur CEPLIS, nous recevons pour vous M. Luc Alouma Mwakobila, qui a écrit un livre sur la vulgarisation agricole, théorie, évolution, situation et bilan en République démocratique du Congo. Nous vous disons bienvenue, M. Luc. Merci, mademoiselle. Ok, bonjour. Content de vous recevoir sur ce plateau de Module à CEPLIS Télévision. Moi de même. Ok. Et déjà avec les livres, je vois qu'il y a un autre auteur. Il est professeur des universités, M. Mouillard, qui a écrit ensemble avec vous ces livres. La première des questions est celle de savoir pourquoi un autre livre, parce que nous le savons, dans notre bibliothèque ici en République démocratique du Congo, il y a tant de livres sur ce secteur agricole. Pourquoi un autre livre? D'accord, merci. Une question, une très bonne question. Ouais. Au fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si on écrit, surtout en matière de littérature scientifique, on n'écrit pas pour redire certaines choses. D'ailleurs, on fait toujours un effort d'éviter des redites. Une publication scientifique est là pour innover, pour apporter des éléments nouveaux, pour apporter de nouvelles dynamiques, pour corriger certaines choses. Et donc, c'est ça, c'est notre cas, en fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup de littérature sur le secteur agricole et de développement, mais comme vous le savez, tout n'a pas été écrit de manière satisfaisante. Parce que si la littérature existante pouvait en elle-même être suffisante, je ne pense pas que nous ferions cet exercice, n'est-ce pas? Qui est d'ailleurs intense, c'est un exercice intellectuel intense, donc on ne s'attarderait pas à pouvoir se donner toute cette peine. Donc si nous nous sommes donné la peine de réaliser l'ouvrage que voici, c'est parce que justement nous apportons de nouvelles donnes, nous essayons de corriger la littérature existante, parce que, figurez-vous, on a fait une revue de littérature de tout ce qui a existé. Et surtout, il faut savoir qu'en matière de projet ou de programmation, il faut toujours savoir que ce qui se conçoit bien, s'écrit bien et s'applique bien aussi. Et en contrario, ce qui n'est pas bien conçu aura aussi du mal à s'appliquer ou à s'écrire. Et donc, si nous échouons, c'est parce que quelque part, la faille vient aussi de la manière dont nous avons pu faire notre narration. Donc, toutes les narrations n'ont pas été exhaustives, loin de là. Il y a eu beaucoup d'erreurs de logique. Comme je l'ai dit toujours, une erreur de logique, c'est différent avec une erreur tout court. Parce qu'une erreur de logique tient au raisonnement. C'est-à-dire que c'est le raisonnement qui est faux. Mais la narration peut être bonne, avec un bon français et tout ça, mais lorsque cela est formaté dans un raisonnement qui est faux, et là on est dans le cas des erreurs logiques, et nous les avons commises énormément, depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, et c'est ce qui a fait que beaucoup de choses qu'on n'a pas pu appliquer sur terrain, la raison était aussi la manière dont ces choses-là ont été écrites et proposées. Et donc, heureusement, aujourd'hui, les livres ici viennent justement corriger tout ça. Ok, en parlant de narration précédente,
qui n'ont peut-être pas été à la hauteur. Je peux essayer un peu de vous résumer dans ce sens-là. Et là, sur cette couverture, je vois précisément Bolomba et Congolo. Je me demande, cette publication est une enquête, une recherche réalisée dans ces deux territoires simplement, ou c'est simplement une illustration de dire que la République démocratique du Congo, qui a vraiment plusieurs terres arables, mais exactement on trouve à Bolomba et Congolo une richesse terrestre qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Je ne sais pas, expliquez-nous un peu cette illustration de Bolomba et Congolo sur la page. D'accord, je crois que vous citez là des territoires de la République du Congo, notamment les territoires de Bolomba et les territoires de Congolo. Ce sont des territoires parmi les 145 territoires que compte la République du Congo. Et donc, si nous avons cité nommément ces deux territoires, c'est parce que ce sont des territoires témoins qui ont servi d'études empiriques, si vous voulez. Et c'est là l'importance même de ces livres, c'est parce que nous ne nous sommes pas limités qu'à donner des théories, mais on est allé plus loin pour montrer de manière concrète comment on peut faire, comment peut fonctionner une structure de vulgarisation agricole dans un territoire. Parce que l'approche que nous voulons, effectivement, c'est une approche territoriale, une approche endogène. Et donc, par rapport à cela, il faut que nous puissions démontrer clairement comment le gouvernement, comment l'État peut arriver justement à asseoir cette structure-là. Et cette structure, quel rôle il va jouer, comment il pourra procéder pour diagnostiquer, comment cette structure pourra, au-delà du diagnostic, arriver à des propositions concrètes, et comment les nouvelles technologies devront être intégrées pour justement les mettre à la disposition de paysans. Et donc, c'est toute cette gymnastique qui a fait que nous avons choisi les deux territoires. Et c'est aussi une manière de faire une représentation de tous les autres territoires. Parce que vous voyez Congolo qui est au sud-est, et vous avez Bolomba qui est au nord-ouest. Et donc, dans des milieux géographiquement différents, et donc il est possible, mutatis mutandis, de reporter d'ailleurs les conclusions qui ont été retenues dans ces territoires, dans d'autres territoires de la République. Voilà ce qui est intéressant. Dans votre livre, quelque part, on évoque, il y a eu une approche holistique. Dans ce sens, déjà en parlant de l'équipe, cette équipe de recherche est une équipe multidisciplinaire ou c'est simplement une équipe des experts en agriculture, ou encore vous avez pris le domaine communication, voilà, sanitaire également, vous avez pris le secteur vétérinaire, ou c'est simplement entre vous? Merci. D'ailleurs, ce qui fait la force de cet ouvrage, intitulé bien sûr Vulgarisation agricole, théorie, situation, évolution et bilan en RDC. Sa force, c'est justement réside dans cette symbiose. Dans la multidisciplinaire. Voilà. Vous voyez, le prof Aoungé, c'est un expert qui a travaillé dans FAO, venu de partout. Et puis, c'est un professeur d'agronomie, donc professeur en thèse d'agronomie. Et donc, il donne ce cours-là de vulgarisation et d'autres cours dans plusieurs facultés des universités de la place. Et donc, et moi, je suis chercheur, n'est-ce pas? Je m'intéresse plus aux politiques publiques de développement. À la base, je suis économiste, mais je m'intéresse plus dans les politiques publiques de développement. Et donc, j'ai même des livres que j'ai déjà eu à faire bien avant. Et donc, il était nécessaire que nous puissions unir, n'est-ce pas, ces connaissances-là, pour arriver à donner une approche, comme vous dites, une approche globale. Pourquoi? Parce que les milieux ruraux
Les milieux ruraux ont une certaine particularité. Les milieux ruraux, c'est un ensemble, c'est un système complexe, Voilà. vous voyez, et il n'y a pas que l'agriculture qui peut réussir à poser les diagnostics qu'il faut. Donc, au-delà de l'agriculture, il y a bien d'autres disciplines qui interviennent. Et c'est impératif de prendre la chose de cette manière-là. Et je pense que la force de cet ouvrage est vraiment est basée sur ces auteurs qui sont des disciplines différentes, mais qui ont essayé de mettre en symbiose cela. Ok, là je vois un extrait qui dit « La vulgarisation ne se limite pas par enseigner et à encourager l'adoption de pratiques améliorées. Elle vise également à transformer l'état d'esprit des agriculteurs, les incitant à prendre l'initiative d'améliorer leur exploitation et foyer. » C'est-à-dire la vulgarisation. En fait, pourquoi prendre l'angle simplement vulgarisé aussi longtemps qu'il faut avoir d'abord de préalable, s'assurer que non, les agriculteurs qui sont sur le terrain, ils ont en fait une connaissance très assise sur tel domaine, de domaine agricole. Pourquoi ne pas commencer par une base au lieu d'aller directement à la vulgarisation? Les rôles de la vulgarisation, pour dire vrai, c'est vrai, il y a la diffusion. La vulgarisation sert justement à diffuser les nouvelles techniques auprès de ceux qui travaillent. Parce que ceux qui travaillent doivent le faire avec technicité. Vous voyez, il n'y a rien au monde qu'on fait comme ça, par habitude ou par... voilà, donc, dans ce monde où nous sommes, tout est technique. Quoi qu'on fasse, même le simple fait même l'artisanat, ça demande de la technique. Donc c'est des choses qu'il faut apprendre avant de se lancer. Et donc l'idée avec l'ouvrage, c'est celui-là, c'est celle-là. Donc les agriculteurs qui constituent la masse agissante doivent justement être encadrés, doivent être approchés par des structures appropriées, et notamment de la structure de vulgarisation agricole qui aura comme rôle justement la diffusion des nouvelles techniques. Et ça ne se limite pas qu'à diffuser les nouvelles techniques. Au-delà, il y a une formation, il y a toute une éducation aussi qui suit, qui suit cela. C'est-à-dire que c'est une façon d'appuyer la population locale de manière efficace et avec des résultats réels, avec des résultats concrets. Vous voyez? Et donc, comme vous le savez, l'éducation nationale, ça c'est ce qui est officiel. Mais l'éducation nationale, malheureusement, n'est pas optimum, donc n'est pas optimal, dans le sens que vous avez par exemple une bonne partie des ruraux qui n'ont pas, d'autres n'ont peut-être pas étudié, et vous avez d'autres qui ont étudié mais dans des écoles, et nous connaissons la qualité de nos écoles, et cela pose problème justement. Et la vulgarisation vient pallier à ça, à cette insuffisance. Comme l'éducation nationale n'a pas donné suffisamment ce qu'il faut, et donc il faut un palliatif. Et la vulgarisation vient justement combler cette lacune-là, en sorte que cette structure va s'occuper, n'est-ce pas, à pouvoir donner ce qu'il faut aux paysans producteurs, en fait que la production soit menée dans les normes qu'il faut. Ça c'est important parce que nous sommes dans un monde de normes. On ne produit plus comme dans le temps. Aujourd'hui, même le maïs que vous voyez, le maïs a plusieurs variétés. Et dans l'industrie alimentaire, vous avez plusieurs... donc chaque type
de produits que l'industrie est en train de produire répond ou a besoin d'une variété précise. Ok. Pas toutes les variétés. Vous voyez, donc même dans le maïs, et tout ça, ce sont les normes. Alors Oui. si on ne suit pas les normes, nous n'allons pas nous en sortir. Ok. Donc, parce que pour vendre, mais vous vendez à qui? Hein? Vous vendez, si vous vendez à un industriel, mais cet industriel-là, pour faire par exemple, je ne sais pas, un composé homogénéisé d'aliments, il ne peut pas le faire avec n'importe quelle variété de maïs. Ok. Lui a besoin de tel type de variété et les paysans qui est là doit être entraîné à cette production de pointe, Oui. à cette production qui est dans les normes. Ok. Et donc, quand ça ne se fait pas dans les normes, c'est vraiment difficile, même pour vendre et se faire de l'argent derrière. Ok. Donc, voilà un peu. Vous avez fait, en voyant le tableau, vous avez fait une étude où vous parlez de la situation et évolution. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Prenons par exemple 1997, la situation 1997 ou encore la situation 20 ans avant et la situation d'aujourd'hui. Pensez-vous que la RDC s'améliore sur le plan agricole ou encore il y a une régression qu'on ne peut même pas s'imaginer? Non, Comment évaluez-vous la situation? Parce que vous, dans votre livre, vous êtes aussi dans l'évolution, situation et bilan. Comment évaluez-vous? Qu'est-ce que l'étude rapporte? Qu'est-ce que vous avez vu sur le terrain? D'accord. Alors, ici, évidemment, nous avons eu à rappeler une situation antérieure, comme on l'a dit. Déjà en 97, hein, vous voyez là, Le CNVA, Service national de de vulgarisation vulgarisation agricole. agricole. Voilà. Alors, on s'est référé justement à ces services-là, parce que c'est un service qui existe et qui a fonctionné. Et très actif. Oui, qui a fonctionné dans le temps. Et donc, le tableau voudrait tout simplement expliquer la mesure. Hein, donc, comment mesurer la diffusion de la vulgarisation. Donc, la structure peut être là, mais il y a des instruments de mesure. Hein, pour savoir que cette technique que nous enseignons ou que nous mettons à la disposition des utilisateurs, est-ce que cette technique a réussi? Et donc pour le savoir, juste, il y a des mesures bien sûr mathématiques, et notamment on vous parlera par exemple des taux de pénétration. Hein, et voilà, comment est-ce que, quelle est la proportion de la population cible qui utilise les nouvelles pratiques ou technologies apportées. Vous voyez, il y a tous ces instruments mathématiques et donc il n'y a pas que le taux de pénétration, il y a d'autres taux. Et il y a aussi la loi de Gauss que nous avons étudiée en statistique et qui est en train de donner aussi de manière tout à fait précise les nombres des adhérents, ceux qui seront sceptiques et ceux qui vont peut-être adhérer à cette technologie un peu plus tard. Mais alors pour revenir au bilan, évidemment, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la situation est vraiment en berne. Nous sommes dans une situation de régression, malheureusement, une régression généralisée, ce qui fait que qu'est-ce que nous avons sur le plan de la production, c'est il y a une certaine dégénérescence, si on peut dire comme ça. Hein, il y a une dégénérescence des cultures. Vous les constatez, par exemple, dans les arachides qu'il y a. Vous avez des arachides qui ne sortent qu'avec une gosse, alors que ça pouvait être 3-4. Hein, vous avez de maïs qui sont très, très rabougris. Vous avez... c'est vraiment sur tous les plans. Même les maniocs, n'en parlons pas. Les rendements par hectare, mais c'est... Le problème, c'est quoi? insultant. C'est un problème et climatique. quand vous allez dans le aussi cheptel, c'est la même chose. Vous avez des cheptels
vraiment maigre, et ce qui fait que le rendement n'est pas bon. Hein, c'est que nous sommes dans une agriculture, il n'y a rien à évaluer malheureusement. Ah ouais, parce que quand j'entends dire que voilà, qu'on évalue, il n'y a rien à évaluer. Ah bon? Mais qu'est-ce qu'on évalue là? Attendez. On n'a rien à évaluer. L'année passée, il y a eu cette campagne lancée, campagne agricole 2024-2025. C'était en octobre, à l'IMET. On a vu tout ce qu'on a vu et on a aussi donné des engrais, on a donné des équipements en fait, aux agriculteurs. Déjà, moi, je dirais que c'est une avancée parce qu'on a outillé ces agriculteurs de pouvoir aller labourer la terre, faire ce qu'il faut faire pour avoir de quoi diversifier au fait cette économie. Et hier, le vendredi, le président dit qu'il est important de pouvoir évaluer. Une évaluation mi-parcours pour voir qu'en est-il de cette campagne agricole lancée. Est-ce qu'il y a des avancées? Et quand vous dites qu'il n'y a rien à évaluer, ça, c'est grave. C'est grave, mais c'est la vérité. Vous voyez, les vérités scientifiques sont immuables. Ouais. Donc, on ne peut pas le changer pour rien au monde. Donc, et je crois que le rôle des scientifiques, c'est ça. C'est-à-dire que nous, en tant que scientifiques, on est tenus à restituer la vérité. Ouais. Ça, c'est important. Parce que dans la société, chacun ou chaque entité a un rôle. Hein, par exemple, les politiques. Le rôle du politique, c'est s'occuper du social. Ouais. Vous voyez, les politiques, c'est ça. Un scientifique, c'est la vérité. Hein? Et vous avez des rôles comme ça. Et donc, pour revenir à cette question, c'est crucial. Il faut qu'on le dise vraiment avec sérieux. Vous savez, tous ces éléments que vous citez, donner des engrais aux gens, donner certains matériels agricoles, et ainsi de suite. Vous savez, c'est comme des armes, hein, c'est comme des munitions, ça. Vous voyez, il faut faire toujours attention. On ne donne pas ces choses-là comme ça. Parce que même ceux qui sont en guerre, je crois que nous sommes déjà en guerre, vous le savez. Donc ça veut dire que une arme, c'est quelque chose qu'il faut savoir manipuler. Vous voyez, il faut apprendre la manipulation et connaître comment manipuler. Sinon, c'est compliqué. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quelle que soit la rage de la population, mais on ne peut pas donner à la population ces armes-là. Sinon, ça risque d'aller dans tous les sens. Vous voyez, donc c'est la même chose avec le secteur agricole. Donc ces choses-là, ce n'est pas mauvais, mais il faut savoir comment les donner et quelle en sera vraiment la finalité et ça sera utilisé de quelle manière. Et c'est là où tout cela a péché. Donc, il n'y a pas à la base une organisation comme celle que nous proposons, mais il y a au contraire une sorte de saupoudrage. Hein? Une sorte de saupoudrage, donc on vient avec quelques semences, quelques engrais à gauche, à droite et tout ça, et puis on s'attend que l'agriculture puisse marcher ou bien puisse justement reprendre les bons rendements et croître. Donc le problème c'est on donne à qui et les gens à qui on donne, voilà, est-ce qu'ils sont formés? Voilà. Donc pensez-vous qu'il faut d'abord mettre des scientifiques en place, que ces scientifiques identifient des gens capables de pouvoir aller, c'est dans ce sens, et après on va voir comment suivre de près cette campagne agricole. C'est un peu ça. Vous savez, il y a des besoins qui sont réels, qui sont là. Bon, une campagne qu'on lancerait à Kinshasa, vous pensez vraiment que cela est représentatif sur l'étendue du pays? Je ne pense pas. Vous voyez, donc c'est... Alors que tous ces territoires-là, tous nos milieux ruraux, si tout le monde venait voir le ministre pour demander semences et demander ceci, est-ce que c'est impossible? Ça serait impossible parce que, vous voyez, c'est trop lourd. Comment tous ces gens-là viendront, mais le ministre, c'est une seule personne. Donc, c'est pas évident. Comment faire pour décentraliser? Il faut organiser les choses, c'est ça. Il faut organiser les choses. C'est comme ça que nous disons, la meilleure des organisations, c'est mettre en place ou remettre en place la vulgarisation agricole comme une institution
publique, une agence publique de l'État. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut évoluer avec les services nationaux de vérification tel qu'il existe aujourd'hui. Il faut restructurer les choses. C'est tellement embryonnaire que ça ne peut pas nous donner des résultats qu'il faut. Il faut sortir ça et faire de ça une véritable institution publique et laquelle institution va maintenant capter les énergies du gouvernement parce que le gouvernement a des énergies, mais ces énergies-là se dispersent comme ça. C'est comme ça que j'ai dit, il n'y a rien à évaluer parce qu'en réalité, il n'y a rien. Il n'y a rien qui s'est passé. C'est comme ça qu'il n'y a rien à évaluer. Parce que si vous évaluez, vous évaluerez sur quoi? Vous voyez, donc il y a déjà une défaite, il y a déjà toute cette situation dont je parlais, il y a déjà cette régression qui est là. Donc il n'y a rien à évaluer en termes clairs. Donc il nous faut des organisations intelligentes. C'est très important. En vous entendant parler, vous voulez exactement que l'État mette tout en œuvre pour placer plutôt cette une structure de vulgarisation agricole, c'est dans ce sens-là, financer l'équipe et que l'équipe soit en même de pouvoir mener des études concrètes sur le terrain. C'est ce que vous voulez, c'est ce que vous demandez au gouvernement. L'approche doit être territoriale. Okay. L'approche doit répondre à l'endogénéité, excusez-moi le terme. Et donc, sans ça, on ne parviendra à rien. Vous savez, c'est la stabilité des territoires qui va donner au pays une stabilité globale. Nous ne pouvons pas, et les combles avec nous, c'est que nous inversons les choses. Nous pensons que la stabilité du pays va venir de Kinshasa ou du gouvernement central tel qu'il fonctionne actuellement. La stabilité du pays ne viendra que par une approche endogène. Donc, ce sont les territoires tels qu'ils se trouvent, hein, et c'est la stabilité de ces territoires-là qui va justement donner de la stabilité au pays. Et donc, il nous faut une organisation intelligente. C'est-à-dire que les territoires tels qu'ils se trouvent ne doivent pas être abandonnés à leur triste sort. Il faut occuper nos territoires avec des institutions qu'il faut. Parce que ce qui développe un pays, ce sont les institutions. Hein? Il y a même un penseur qui a dit « Tout pays est développable à condition d'avoir les institutions qu'il faut ». Mais vous verrez que chez nous, nous avons plus des institutions qui, sur le plan du développement, ça n'apporte pratiquement rien. Je pense que même 50% de nos institutions sont comme ça. Et malheureusement, ces institutions-là qui n'apportent rien sur le plan de l'avancement du pays, et ce sont les institutions qui se transforment en des structures budgétivores. Hein? Donc, les peu de moyens que nous disposons est encore, si vous voulez, est absorbé par ces institutions qui n'apportent rien. Okay. Et donc, nous devons corriger ça. C'est comme ça que nous disons, nous avons besoin des institutions qui nous permettent à résoudre des problèmes qui se posent, des problèmes réels, des problèmes concrets. Et notamment les problèmes d'insécurité alimentaire, les problèmes de production agricole, ça sont des problèmes de premier plan. En parlant des problèmes de premier plan. Et donc, ça ne peut pas manquer une institution capable de capter les énergies du gouvernement et les canaliser là où se trouve la production, afin que la production se comporte bien et que après cette production, qui est une consommation bien suivie et qui est aussi une redistribution intelligente qui peut justement aider le monde rural à se comporter, à vivre mieux, parce que autant qu'ils vivront mieux et ceux qui sont en ville pourront aussi bénéficier de ces retombées-là. Voilà comment un pays
avance et voilà comment un pays se développe. Mais en parlant de problèmes de sécurité alimentaire, est-ce que vous pouvez nous expliquer de façon claire, au fait, que ceux qui nous suivent comprennent, c'est quoi exactement la question, en fait, le problème de sécurité alimentaire et pauvreté économique en RDC, de façon claire? Non, mais c'est vrai que les concepts ont évolué. Aujourd'hui, moi, je pense que ce qui nous va le plus, c'est la sécurité alimentaire. Parce qu'avant, on parlait par exemple de l'autosuffisance alimentaire. Bon, c'est pas mauvais, mais aucun pays ne peut s'autosuffire en vrai. Donc, il y aura toujours une part de consommation qui sera aussi importée. Et même alors, on peut atteindre une autosuffisance alimentaire sans nécessairement atteindre une sécurité alimentaire. Vous voyez, parce que l'autosuffisance, finalement, elle est quantitative. Donc, elle reste sur le plan de quantité. Oui, j'ai produit plus de maïs. Mais oui, mais si vous avez produit plus de maïs, mais vous ne mangerez pas que de maïs. Vous voyez, donc il y a bien d'autres choses qu'il faut ajouter au maïs, par exemple. Donc, c'est comme ça que c'est un concept un peu révolu. Mais aujourd'hui, la sécurité alimentaire va mieux parce que la sécurité alimentaire, c'est une condition de vie qui permettent à des gens ou à une population de manger ce qu'il faut et d'être en bonne santé. Vous voyez, donc on relie même le secteur sanitaire à cela. Parce qu'on ne mange pas que pour son propre plaisir. Non, on mange pour être en bonne santé et on ne mange pas que pour 1 ou 2 jours. Donc vous mangez pour que il faudrait que ces aliments qui vous donnent la bonne santé les soient pour une durée. Pour une durée. Pour une durée. Et ça, oui, on peut parler de la sécurité alimentaire. Vous voyez, et ça, c'est un vrai problème dans notre pays, parce que, oui, vous avez des populations, c'est vrai, qui arrivent à bien manger. À Kinshasa, on arrive à bien manger? Bon, qui arrivent à bien manger, ça c'est... Et qui doivent manger bien. Entre guillemets. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. Notamment, par exemple, là où on a fait les études à l'Équateur, c'est ce qui m'a un peu tiqué. Alors, on a constaté que voilà des populations qui sont dans des milliers, entre guillemets, d'abondance alimentaire, mais vous retrouvez des cas de malnutrition aiguë. Alors, vous voyez, tout ça, ce sont des paradoxes. Alors, si on n'attaque pas ces problèmes-là avec une intelligence organisationnelle, en mettant en place des structures comme ce que nous de vulgarisation agricole, vous n'arriverez pas. Parce que l'abondance alimentaire qui est dans ces milieux-là ne permet pas nécessairement aux gens de pouvoir mener une vie, une bonne vie, je peux dire. Et donc tout ça, ce sont des susceptibilités dont il faut faire trop attention. Et c'est comme ça que pour résoudre ça, il n'y a que l'approche, il n'y a que les approches territoriales pour arriver à ces problèmes-là. Donc nous ne pouvons pas trouver des solutions de manière globale. À partir de Kinshasa, ça ne marchera pas. Les pays est diversifié. Il faut prendre au cas par cas chaque territoire et la structure de vulgarisation qui est dans chaque territoire est à même de produire une vulgarisation à la hauteur des problèmes qui sont sur le terrain. C'est ça notre proposition et c'est ça notre démarche. Et tout ça, c'est pour qu'on aboutisse à une véritable sécurité alimentaire. Parce que si nous aboutissons à la sécurité alimentaire dans tous ces territoires, alors vous verrez que le pays pourrait, à ce moment-là, atteindre un niveau élevé de l'autosuffisance alimentaire. Et d'ailleurs, c'est là la symbiose entre les deux concepts. Mais pour poursuivre l'autosuffisance alimentaire, il faut d'abord commencer par résoudre le problème de sécurité alimentaire. Et vous verrez que, de manière globale,
pendant que nos territoires sont dans une sécurité alimentaire, cela va permettre au pays de manière globale à augmenter son niveau d'autosuffisance alimentaire pour permettre que ceux qui sont dans le ville, n'est-ce pas, puissent arriver à trouver, à respirer un peu, hein, à respirer et à trouver ce qu'il faut pour justement atténuer leurs conditions de vie, parce que le problème avec les villes, c'est les pouvoirs d'achat. Il n'y a pas de pouvoir d'achat. Hein? Mais comment résoudre ce problème de pouvoir d'achat? C'est notamment la sécurité alimentaire qui est recherchée au travers la vulgarisation agricole dans les territoires. C'est ça qui va par ricochet apporter, n'est-ce pas, le nécessaire pour qu'en ville, on puisse aussi augmenter son pouvoir d'achat et faire face justement au problème de pauvreté que nous connaissons. Donc, si je comprends bien, le but au fait de l'enquête, c'est de ne pas pouvoir juste errer dans l'espace. Mais le but, c'était arriver dans la communauté. Vous savez bien que le problème, c'est au niveau de nos communautés. Avoir cette capacité de pouvoir être en contact personnel avec la communauté. Et dans cette communauté, on trouvera des problèmes et on va relever des solutions en tirant de problèmes de cette communauté. Mais en fait, d'emblée maintenant, en fait, le ministère n'a pas la possibilité de pouvoir descendre jusqu'au niveau bas. Et la vulgarisation, vous voulez que le gouvernement appuie pour que la vulgarisation entre au niveau de territoire, vous donnez cette allure de pouvoir mettre en place des équipes, plusieurs équipes d'experts, voilà, qui n'est pas seulement une seule équipe où on voit les secteurs agricoles, mais on voit un secteur multidisciplinaire. Absolument. Parce que quand vous rentrez, par exemple, à l'Équateur, on fait face aux différentes maladies, plusieurs maladies. Pourquoi? Parce que ces gens vivent de ce qu'ils mangent là. Et dans cette équipe de vulgarisation, il y aura aussi l'aspect peut-être vétérinaire capable de pouvoir détecter le problème afin de pouvoir garantir la sécurité alimentaire. C'est dans ce sens-là. Très bien. En tout cas, tu as bien résumé ça. Et je vous remercie bien sûr pour la compréhension. Hein. Ce n'est pas donné à tout le monde. Hein. Vous savez, il y a même des ministres ou je ne sais pas, des grands hommes qui n'arrivent pas justement à purger ou à comprendre ou à rentrer dans la quintessence même du thème, hein, de la thématique. C'est vraiment de ça dont il s'agit. Il nous faut cette vision des choses. C'est tout un projet de société, ça. Donc, avec ce que nous avons écrit, vous n'avez pas besoin d'aller... Vous n'avez pas besoin d'aller formuler d'autres programmes, je ne sais de quelle manière. Ça, là, c'est déjà tout un projet de société. Il suffit de s'y concentrer, mais c'est fini. Dans 5 ans, c'est beaucoup. Et ce pays va trouver vraiment son chemin. Parce que les problèmes, c'est celui-là. Nous avons un pays qui n'est pas sur la voie. Hein, et pour la remettre dans sa voie, eh bien, la voie, excusez-moi, la tautologie, elle est là. Donc, l'alternative est là. Donc, on n'a pas d'autre solution en vie, en tout cas, jusqu'à nouvel ordre. Hein? En termes scientifiques, je pense que c'est ça. S'il y avait autre chose, on le dirait, parce que nous avons essayé de prendre en compte plusieurs littératures, plusieurs connaissances, et c'est comme ça que nous avons abouti à ceci, tout simplement parce que nous avons compris finalement que le maillon qui nous a manqué, c'est celui-là. Le maillon qui a manqué dans l'articulation de notre politique agricole, c'est ça. Vous voyez, il y a eu beaucoup de volonté. Les autorités ont de la volonté, mais vous pouvez avoir la volonté, mais encore faudrait-il savoir, comment faire les choses. Vous voyez, donc la volonté, elle est là. Moi, je ne vois pas un président, qui qu'il soit, qu'il puisse avoir un mauvais cœur pour dire que non, je ne veux pas que l'agriculture marche. Le bon cœur, il est là. Mais s'il vous plaît, il faut utiliser les bons outils et il faut utiliser les bonnes personnes aussi. Les grands problèmes dans notre pays, c'est celui-là. Et donc, ce qui nous a plus manqué, c'est ça. Les gens ont mis des moyens dans l'agriculture. Les gens ont eu de bonnes intentions pour l'agriculture, mais en réalité,
il n'y a pas eu, ils n'ont pas songé à la vulgarisation agricole. Ils n'ont pas songé à ça. Et pourtant, c'est le tout petit maillon, il semble petit, mais il est à l'origine des résultats. Mais si vous l'ignorez, eh bien, vous mettez en cause tous les efforts que vous auriez pu entreprendre. Ici, et c'est ça le problème. Ici, je vois les structures administratives. Avez-vous au moins cartographié les territoires capables de, après Bolomba et Congolo, pouvoir continuer les études ailleurs en disant que ces territoires, il y a vraiment une forte, je ne sais pas comment dirais-je, une forte puissance agricole. Avez-vous essayé de faire une cartographie de territoires capables de mener à cette diversification économique? Chère demoiselle, le problème ici, c'est que, vous savez, nous avons plusieurs territoires. La politique, le pays ici, c'est un pays quand même merveilleux. Hein? Vous avez des potentialités un peu partout. On ne peut pas dire au stade actuel qu'il y aurait... non, il faut aller appliquer la politique qui est dans certains territoires et pas dans d'autres. Hein? Sinon, ça frise la discrimination et ce sont des choses qui peuvent faire très mal, même au niveau politique, parce que vous voyez, notre pays, hein, nous avons cette fragilité-là, hein, où à cause de la multiplicité des tribus ou des ethnies, alors pour ne pas frustrer les uns et les autres, moi je pense que dans tous les territoires, il y a le potentiel agricole, il est là. Il suffit de mener des études comme nous l'avons fait de manière concrète pour Bolomba et Congolo. Donc il suffit de s'y mettre. Évidemment, on va ressortir les cultures qu'il faut, n'est-ce pas? L'élevage qu'il faut ou même la pêche qu'il faut. Vous voyez, il y a toutes ces activités-là, hein, qui existent, en tout cas dans tous les territoires. Mais ce qu'il faut, justement, il faut une institution, comme nous l'avons dit, qui va s'implanter dans ces territoires-là. Bien sûr qu'il y aura une coordination centrale ici à Kinshasa, mais ayant des antennes au niveau de chaque territoire, et qu'à ce niveau-là, ce sont des structures qui vont se mélanger, bien sûr, avec les communautés locales, parce que ici, l'approche est holistique comme vous l'avez dit. Donc, on ne met pas, parce qu'on ne dit pas non plus que tout ce que les ruraux font, c'est mauvais. Non, attention. Il y a aussi des choses qu'ils font qui sont bonnes, mais qu'il faut améliorer, dont il faut peut-être apporter des nouvelles donnes, des nouvelles touches. Et ça, c'est important. Et les ruraux, ils ont besoin de ça. Vous voyez? Donc, dans toute production, même industrielle, on ne reste pas figé. Donc, je crois qu'il y a toujours une évolution. Même la bière que nous consommons ici, hein, même ceux qui en produisent, ils ne vont pas vous dire que c'est le même goût. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on essaye d'introduire d'autres qualités et ainsi de suite. Donc, le monde est ainsi fait. Mais malheureusement, chez nous, l'agriculture est restée tellement embryonnaire que, voilà, nous connaissons maintenant la régression, tout simplement parce que nous ne donnons pas la place, justement, à la technique, n'est-ce pas, de pouvoir effectivement accompagner ce secteur vital de la vie économique. Donc c'est un secteur qui peut vraiment aider le gouvernement à ce que vous disiez, la diversification économique et tout ça. Vous voyez, donc cette diversification, mais c'est justement dans le secteur agricole où vous pouvez justement engendrer cela. Et pourquoi n'est pas aussi, au lieu de pouvoir prendre et marteler simplement le ministère au fait de l'agriculture, et aussi cet aspect ministère de santé, hygiène et prévoyance sociale? Parce que là, vous avez aussi évoqué dans votre ouvrage le plan sanitaire, les maladies que vous rencontrez sur le terrain, quand ils mangent ça, ils ont telle maladie, par exemple. Pourquoi n'est pas aussi aller trouver des partenaires au niveau sanitaire, ministère de la Santé? N'est pas simplement parce que, en voyant la vulgarisation, ces livres,
c'est un livre qui est multidisciplinaire. Donc, ça ne tient pas que agricole, mais ça aussi, cet angle santé. Pourquoi ne pas aussi aller de l'autre côté? Bien sûr, merci. Je crois que ça, c'est quelque chose dont j'ai déjà réfléchi avant. Vous savez, les problèmes sanitaires, la santé est tributaire de l'alimentation, en fait. Et bien sûr, il y a l'environnement qui est là aussi. On ne peut jamais dissocier. Mais en grande partie, c'est l'alimentation. L'alimentation. C'est comme ça que vous ne pouvez pas chercher à résoudre, parce que je vois beaucoup d'efforts dans le secteur de santé. Ce n'est pas mauvais, mais il faut, c'est comme nous l'avons dit, ce sont des erreurs logiques. Hein? Voilà, les gens sont dans des erreurs logiques et c'est malheureux. Il n'y aura pas d'ici, en fait. Il n'y aura pas d'ici avec cette façon de faire. Alors, c'est comme ça que nous disons, il faut braquer ses yeux, il faut se concentrer sur ces problèmes alimentaires. C'est très important. Tant que nous arrivons à des solutions qu'il faut dans ces secteurs-là, cela aura des répercussions dans tous les autres secteurs. Et vous verrez que les secteurs de santé qui nous coûtent beaucoup d'argent, ça coûtera même moins. Et vous avez raison, justement, que cette structure de vulgarisation, elle est multidisciplinaire. Elle ne concerne pas que l'agriculture. Il y aura des modules sanitaires dans ces secteurs-là, dans cette structure-là, parce que c'est un tout. Vous voyez, donc, et cela diminue les coûts de la vulgarisation dans le secteur de la santé. Parce que nous laissons la tâche à la seule structure, parce que parmi les caractéristiques que nous voulons pour ces services de vulgarisation agricole, c'est l'unicité aussi. C'est-à-dire qu'on doit se retrouver avec un seul service et pas plusieurs. C'est pour renforcer l'efficacité et apporter des résultats plus rapidement. Et donc, bien sûr, les structures actuelles qui soutiennent la santé au niveau de modules de vulgarisation, bon, ces services-là, bien sûr, sont la bienvenue, seront bien sûr invités à venir soutenir l'unique structure qui sera la structure de vulgarisation agricole. Bon, nous l'appelons agricole parce qu'il n'y a pas d'autre terme, mais en réalité, ça pouvait peut-être prendre un autre terme pour que les gens trouvent qu'il ne s'agit pas que de l'agriculture. Nous parlons de l'agriculture parce que l'agriculture, c'est le secteur le plus dominant. C'est-à-dire que quand nous parlons du secteur rural aujourd'hui, c'est l'agriculture qui domine. Donc, c'est comme ça que nous gardons la terminologie vulgarisation agricole. Mais en réalité, ça serait peut-être animation rurale ou autre chose pour que peut-être directement que les gens comprennent que, évidemment, nous appelons tous les secteurs à être... voilà, nous nous attaquons au secteur de manière transversale. Vous voyez, et donc, voilà un peu, il est agricole parce que c'est le secteur le plus dominant, c'est le secteur qui domine le milieu rural. Et donc, ce serait vraiment une très bonne chose si, de la manière dont vous l'avez compris, et que les autres aussi comprenaient comme ça. Bon, bien sûr qu'on ne peut pas seulement se limiter à la compréhension, mais il faut qu'on applique. Oui, hein, c'est ce que j'ai aimé. Arriver à l'application. Sur l'une de vos pages, vous avez dit la vulgarisation, les livres écrits n'est pas simplement pour représenter la théorie, mais c'est essayer de concilier, de faire de la théorie à la pratique. C'est ce que j'ai aimé. Mais pensez-vous pas, au lieu d'attendre, parce qu'en entendant les solutions, encore, en fait, le problème vont encore s'amplifier, pourquoi, en fait, avec le peu que peut-être vous pouvez en avoir, créer en fait une structure, commencer avec le moyen de bord à former en fait des agriculteurs, à former des gens capables de faire des représentations peut-être au niveau de chaque territoire, et puis en entendant en fait tout ce qu'il faut attendre plutôt, on peut trouver gain de cause après, ou vous vous limitez simplement à nous présenter le livre et puis vous restez là à attendre le gouvernement.
Merci. Non, non, je pense qu'on ne se limite pas qu'à présenter l'ouvrage. Bon, nous sommes d'abord au départ des scientifiques. Et donc, ça veut dire que les matières qui sont dans cet ouvrage, c'est comme ça que nous disons, les étudiants sont aussi concernés. Okay. D'ailleurs, pour les étudiants, on a fait une offre spéciale de moitié prix pour leur permettre justement de rentrer, dans la connaissance justement de tout ce qui a été présenté. Et bien sûr que nous ne faisons que ça. Par exemple, il y a les profs Aoung, et je vous ai dit qu'il est professeur. Donc, bon, déjà les étudiants sont formés. Vous voyez, donc quand vous parlez de formation, nous le faisons déjà. D'une façon comme d'une autre. Mais les problèmes ici, c'est, vous savez, le développement, il est institutionnel. Ça, il faut que je vous le dise. Le développement est institutionnel. Donc, quoi qu'on fasse, nous ne pouvons faire que ce qui rentre dans une portée singulière. Vous voyez, en tant que citoyen, en tant que privé, nous ne pouvons que agir dans une sphère qui est très restreinte. Mais c'est les gouvernements, c'est l'État, c'est la puissance publique qui donne l'impulsion. Voilà. Ici, si l'impulsion est vraiment donnée et que nous avons cette institutionnalisation de la vulgarisation agricole telle que proposée, telle que théorisée, si les gouvernements arrivaient justement à la mise en place de cette institution, eh bien, pourquoi pas? Nous sommes là. On ne va pas dire qu'on croisera les bras. Donc, nous viendrons toujours à la rescousse pour justement apporter le nécessaire qu'il faut et pour apporter toute la lumière. Parce que tout n'est pas dit. Mais il y aura autre chose que nous viendrons justement appuyer pour justement que cette institution-là puisse marcher comme il se doit. Ok. En parlant, j'ai vu un paragraphe important ici. Vous dites la vulgarisation agricole en tant que système extrascolaire a été conçue pour pallier les lacunes du système éducatif formel. Cependant, après plus de 6 décennies d'existence, elle aurait dû être pleinement intégrée dans le programme scolaire national. Cette intégration permettrait de former dès le plus jeune âge des citoyens conscients de pratiques agricoles modernes et durables. Malheureusement, en raison de la rigidité du système éducatif officiel, cette intégration n'a pas encore eu lieu, limitant ainsi l'accès précoce à des connaissances essentielles. Cette lutte, vous la continuez pour pouvoir intégrer au fait... Bien sûr, bien sûr. Parce que, vous savez, au final, c'est que les rôles que la vulgarisation agricole veut jouer, les rôles que nous donnons à la vulgarisation agricole aujourd'hui, c'est par faiblesse. C'est parce que nous sommes dans une situation de faiblesse que nous proposons. Parce que c'est vraiment une solution, comme on dit, de rattrapage. Donc c'est une solution, la solution rapide. Vous voyez, la solution idoine. Parce que nous sommes dans une situation telle que nous ne pouvons plus recourir au système officiel. Vous voyez, les systèmes officiels posent déjà des problèmes. C'est comme ça que pour pallier, on l'a déjà dit ici, nous recourons justement à la structure de vulgarisation agricole, mais évidemment, chemin faisant, il est possible justement de prendre ce que nous disons là et intégrer ça dans les systèmes éducatifs. Parce que quand le système éducatif est efficace, la vulgarisation agricole n'a pas raison d'être. N'aura pas raison d'être. C'est-à-dire que c'est une façon de nous aider en attendant que nous arrivions à perfectionner notre système éducatif. C'est une solution palliative qui est là, qui va nous accompagner jusqu'à ce que nous soyons en mesure justement de redresser les systèmes éducatifs, parce que c'est le système éducatif qui est censé prendre en charge tout ce que nous disons, parce que c'est l'éducation qui éduque
c'est l'éducation qui diffuse les connaissances, vous voyez. Et quand l'éducation arrivera au niveau des données aux ruraux, les connaissances nécessaires, et que les ruraux auront une couverture totale sur l'éducation, et donc le problème ne se poserait plus. Okay. Et donc nous verrons des paysans bien instruits, bien formés, et ils savent ce qu'ils font, et ils le feront tout bonnement. Monsieur Alouma, alors qu'on est en train de j'acheter dans notre module, voilà, c'était vraiment un module plutôt de formation. Et qu'est-ce que vous direz à la fin de cette émission? Quels sont vos mots de la fin? Non, je suis très heureux. D'abord, je suis très impressionné. Je crois que ça, c'est un exemple frappant. Merci. Le pays doit donner la chance aux jeunes. Vous voyez, vous êtes jeune, ce n'est pas pour vous flatter, mais vous me semblez avoir une compréhension très pointue de ce que je dis. Je suis passé un peu ici et là, mais vous voyez, pourquoi? Parce que c'est la jeunesse, en fait. Vous voyez, une jeunesse bien instruite et une jeunesse, tout ça, il faut donner, il faut laisser aux jeunes de faire des choses. J'ai été en Chine, partout ailleurs, c'était difficile. Je trouve des directeurs des administrations, mais de jeunes gens, peut-être même pas mariés. Il est déjà directeur dans une administration publique. Faisons ça, je pense que le pays va marcher. Nous avons parlé d'un thème très très crucial pour le développement de ce pays. Et si les intentions sont pour que nous arrivons à développer ce pays, si vraiment les intentions sont celles-là, parce que je ne sais pas. Les intentions, parfois, oui, exactement. On fait développer le pays. Mais nous ne savons pas les intentions du chef de l'État, c'est pour développer le pays. Alors, si vraiment les intentions sont celles-là, chère dame, si les intentions sont vraiment pour voir cette agriculture avoir un rôle, jouer un rôle sur la sécurité alimentaire et arriver à donner au pays un niveau élevé d'autosuffisance alimentaire, et donc la voie elle est là, la voie elle est ici, vous voyez. Donc il faut qu'on sorte un peu de tout cet obscurantisme. Le pays est trop dans l'obscurité. Il y a trop d'obscurité un peu partout, et c'est tout le monde qui veut se prévaloir de ceci ou de cela. Moi je fais bien. Ce que nous avons sorti, c'est une publication scientifique. Donc c'est pour dire que cela a été confronté à la vérité scientifique. Et donc moi, je mets... voilà, nous sommes là. Qui veut qu'on vienne débattre autour de ça? Mais qu'ils viennent. Qu'ils viennent. Et je ne vois personne. Je ne vois personne qui viendrait contredire ça. Or, ce sont des connaissances qui sont sorties de scientifiques congolais que nous sommes. Mais si nous ne pouvons pas donner de la place à des inspirations, parce qu'il n'y a pas que la science là-bas, il y a aussi de l'inspiration. Vous voyez, c'est-à-dire que nous sommes aussi quelque part inspirés pour arriver à produire un ouvrage comme celui-ci, un grand ouvrage qui a une grande qualité institutionnelle. Et donc, je pense que si les intentions, comme vous avez dit, que c'est vraiment pour qu'on arrive à développer, et donc, je ne vois pas qui peut se dérober de cet ouvrage. Et donc, il faut le prendre à bras ouverts et essayer de s'en intéresser. De s'en intéresser et de scruter. C'est important, les décryptages. Décrypter et essayer de faire une sorte de confrontation. Nous sommes bien sûr, nous sommes prêts à tout ça. C'est-à-dire, vous cherchez même à confronter. Si le ministre de l'Agriculture a des experts, mais que ces experts-là viennent, qu'on se retrouve ensemble et qu'on parle. Et qu'on parle. Et vous verrez que les choses qui sont sorties là, que nous avons, ça c'est vraiment original. C'est original. Et je pense que si nous arrivons à nous soumettre, si nous nous soumettons à ce genre d'exercice, c'est parce que c'est justement à la confrontation de tout ça que jaillira la lumière, comme on dit. Exactement. Donc si le ministre a des experts, si le Premier ministre, la Première ministre a des experts, ou la présidence a des experts,
Mais voilà, nous vous proposons la tribune. La tribune, elle est là. Mais venez, débattons. Mais vous verrez que depuis qu'on a sorti cet ouvrage, il y a un silence radio. Il y a un silence radio. Donc, vous ne voyez, il n'y a personne des institutions qui se donne même cette peine-là, ne fût-ce que d'appeler. Donc, c'est tout le monde qui est dans une sorte de torpeur, une sorte de peur. Je ne sais pas, on a peur de quoi? Mais c'est lui que je pense qu'ils vous ont entendu. Et puis, ils vont continuer à vous entendre. Parce que je pense qu'eux aussi, les décideurs sont des scientifiques également. Aussi, ils vont vous entendre. Et c'est pourquoi j'en profite par finir ou encore par dire vos mots, en fait. La phrase, encore le dernier paragraphe qui conclut votre livre, qui dit qu'il est donc essentiel que les décideurs politiques et les acteurs de développement reconnaissent l'importance de la vulgarisation. Voilà. Il est donc essentiel que les décideurs politiques et les acteurs de développement reconnaissent l'importance de la vulgarisation agricole et s'engagent à la renforcer. Cela pourrait passer par des investissements dans la réhabilitation du service national de vulgarisation agricole, un SNVA à la fois unique, vertical, transversal, zonal, inclusif, intégré et démonstratif. Et c'est par cette phrase, encore c'est par ces paragraphes que nous mettons un terme à cette émission, à ces modules. C'était vraiment un module de formation où nous avons vraiment appris sur la vulgarisation agricole. Nous vous disons merci et à la prochaine.